Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique et à l'actualité du monde du droit. Dans ce numéro, on va parler de l'interdiction future peut-être des produits issus du travail forcé. On parlera également de la nouvelle directive Women on Boards. Que dit cette directive? Et enfin, Examine fait évoluer sa solution de conformité. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Magali Bussac, avocate au sein de Cornet Vincent Ségurel, avec qui on va parler de l'interdiction future peut-être des produits issus du travail forcé. Magali Bussac, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors Ursula von der Leyen a évoqué la possibilité d'interdire dans l'Union européenne les produits issus du travail forcé. Alors aujourd'hui, quel est le cadre juridique dans l'Union européenne pour les produits issus du travail forcé? Alors actuellement, le texte majeur auquel on pense est bien évidemment la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui proscrit dans son article 5 le recours au travail forcé, bien sûr, et qui a une force contraignante pour les États depuis 2009. D'autres dispositifs sont également en vigueur. Je pense notamment à la directive sur la prévention de la traite des êtres humains ou également le règlement communautaire sur l'importation de minerais. Mais c'est vrai que actuellement, au sein de l'Union européenne, sans parler des autres organisations internationales, eh bien, il n'y a pas de réglementation vraiment précise, concrète, qui serait obligatoire dans l'ensemble des États et avec comme on peut le connaître dans d'autres législations, d'autres droits, avec des mesures concrètes à faire appliquer au sein des États. Alors, actuellement, il y a une directive qui est en cours de préparation, c'est la directive qui pose l'obligation de diligence aux entreprises, bien sûr, et qui finalement a vocation à s'appliquer aux acteurs et aux opérateurs économiques. Mais finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que cette directive déjà n'est pas encore adoptée, on l'attend encore, mais sur la problématique du travail forcé, il y a une volonté politique encore plus forte sur le sujet, d'aller plus loin que cette simple directive sur l'obligation de diligence future des entreprises et d'adopter un texte qui serait applicable au sein de l'Union pour empêcher l'entrée sur notre marché intérieur des produits issus du travail forcé. L'idée, si vous voulez, c'est de ne pas se concentrer uniquement sur les opérateurs économiques, mais de s'attaquer directement aux produits pour les empêcher de venir. Et Ursula von der Leyen avait déjà, au mois de septembre 2021, annoncé ce projet-là. Donc là, on est en plein dans le sujet, puisque un projet doit être présenté au mois de septembre. Et je pense que ce projet sera largement inspiré de la résolution du Parlement qui a été adoptée il y a quelques jours. C'était le 9 juin 2022. Alors, vous l'avez rappelé, l'ambition de l'Union européenne, c'est d'aller plus loin et de vraiment encadrer les produits issus du travail forcé. Mais concrètement, comment peut-on faire pour interdire, par exemple, les produits issus du travail des Ouïghours? Alors, justement, c'est là que le travail du Parlement européen devient intéressant. Bon, il faut quand même rappeler que depuis la semaine dernière est entrée en vigueur la loi américaine qui interdit l'entrée sur son marché, sur son territoire, des produits de certaines régions de Chine. Donc, c'est tout nouveau, puisque même si la loi a été signée en décembre 2021, elle est entrée en vigueur la semaine dernière. Et le Parlement européen, dans sa résolution qu'il a adressée à la Commission, qui a une portée politique assez forte, puisque c'est une résolution qui a été adoptée à la quasi-unanimité, le Parlement suggère comme mécanisme de s'inspirer directement de ce qui est en train de se mettre en place aux États-Unis. Quelle serait la conséquence ? Alors, la conséquence, ça serait de mettre en place un système de saisie des produits
qui serait opéré aux frontières de l'Union. Il appartiendrait aux autorités communautaires, bon, c'est à déterminer, hein. En cas de doute avéré, ou plutôt d'éléments concordants laissant penser qu'il y a eu soit recours au travail forcé pour produire les biens ou pour les transporter, il y aurait un système de saisie à l'entrée des frontières de l'Union, l'idée étant d'empêcher les marchandises d'inonder notre marché. Alors, comment identifier les produits issus du travail forcé? Alors, comment fait-on en matière de preuves? Alors justement, c'est une question qui est très sensible, hein, puisque que ce soit dans le système américain ou dans ce qui est envisagé et suggéré de façon insistante par le Parlement aujourd'hui, c'est d'avoir un système d'inversion de la charge de la preuve qui finalement fait peser la charge de la preuve sur l'importateur, puisque dès lors que les autorités communautaires bloquent les marchandises au moment de l'entrée sur le marché, en cas de doute, eh bien, ou d'éléments concordants, hein, parce que bien évidemment il ne suffira pas juste, on imagine un simple doute, mais l'importateur devra, lui, prouver que la marchandise n'a pas été ni fabriquée ni transportée par recours au travail forcé, et pour essayer d'en obtenir la main levée. Alors, le Parlement aussi préconise une disposition intéressante, c'est que les marchandises pourraient être débloquées si des mesures réparatoires envers les victimes ont été prises et que bien sûr il ne reste plus aucun indicateur de travail forcé. Cela permettrait de débloquer les marchandises. Alors évidemment, de telles mesures, ça aura des répercussions sur des enseignes de prêt-à-porter qui sont établies dans l'Union européenne et qui vendent ce type de marchandises. Alors quid de l'impact de ces mesures? Alors l'impact des mesures, pour ça il faudrait clairement interroger un économiste, mais on peut bien sûr imaginer des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, que des entreprises soient obligées de changer de mode de fonctionnement, d'approvisionnement, changer de fournisseur. C'est sûr que c'est une question qui est très sensible au sein de la Commission européenne dans le cadre de l'élaboration de ce projet. Et je pense que notamment la Commission générale du commerce est sensible à ce type de sujet, puisque l'enjeu, c'est effectivement de pas non plus avoir une désorganisation des marchés, surtout dans le contexte actuel et qu'on a connu, mais également de mettre en place un dispositif qui soit compatible et conforme aux règles de l'OMC. Et ça, c'est aussi un enjeu important et qui ne soit pas non plus que ça soit pas ciblé sur un seul pays, même si on a tous en tête la situation particulière aujourd'hui de la Chine. Donc, on voit que le sujet est complexe, oui, et beaucoup de travail en perspective pour la Commission européenne. On en reparle en septembre avec le projet. Merci pour votre éclairage. Merci à vous. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans Lex Inside. Que dit la nouvelle directive Women's on Boards? On en parle tout de suite avec mon invitée Catherine Detal, associée chez Evershed Sutherland. Catherine, bonjour. Bonjour. Alors la directive Women on Boards a été adoptée début juin. Qu'impose cette directive? Alors, cette directive impose d'ici au 30 juin 2026, dans les sociétés cotées avec plus de 250 salariés et avec un total bilan de plus de 43 millions d'euros ou un chiffre d'affaires net de plus de 50 millions d'euros. Ça impose que 40% des postes d'administrateurs non exécutifs ou 33% des postes d'administrateurs exécutifs ou non exécutifs soient dédiés à des femmes. Quelles sont les sanctions prévues en cas de non-respect de ces obligations? Alors, les sanctions sont soit des amendes ou la nullité de la nomination d'un administrateur qui irait à l'encontre de la directive. Je pense que les sanctions ne sont pas encore très précises. Je pense que les États membres, lors de la transposition de la directive, vont affiner ces sanctions. Donc, la directive pose le cadre. Et après, je pense que dans le détail, les États membres décideront par rapport au droit national le type de sanctions qu'ils voudront adopter.
Alors justement, vous évoquez le droit national. Comment se place cette directive par rapport aux lois Copé-Zimmermann ou Rixain? Est-ce qu'elle va plus loin que les textes dont on dispose en France? Alors, elle va un petit peu plus loin par rapport à la loi Copé-Zimmermann et la loi Rixain, où effectivement c'est intéressant d'en parler également. La loi Copé-Zimmermann, en fait, alors sur les seuils de 40%, les seuils sont semblables. En revanche, la loi Copé-Zimmermann faisait référence à des postes d'administrateurs ou des postes au sein de conseils de surveillance, des postes non exécutifs. Et donc la directive va un petit peu plus loin en proposant l'option également de choisir un quota de 33% pour des postes d'administrateurs exécutifs ou non exécutifs. Et donc le mandat exécutif et cette référence au mandat exécutif est intéressante. Mais c'est une option et pas encore une obligation. Et par rapport à la loi Rixain, qui est passée en décembre 2021, introduit cette référence à des mandats exécutifs, et c'est intéressant. Alors la critique que l'on fait à la loi Rixain, c'est qu'elle s'impose à des sociétés de plus de 1000 salariés, et en général, les comités exécutifs ou les instances dirigeantes des groupes sont logés dans des holdings, et donc il y a moins de 1000 salariés. Donc c'est la critique qui a été faite à la loi Rixain, mais on voit que y a une volonté d'aller chatouiller un petit peu les membres des comités exécutifs pour amener cette question de la parité également dans ce type d'instance. En définitive, que pensez-vous de ce texte, cette future directive ? Alors, ça va être intéressant de voir la façon dont les États membres de l'Union européenne vont transposer la directive. Ils ont 2 ans. Alors, la directive n'a pas encore été publiée au journal officiel. Et après, les États auront 2 ans pour la transposer. Donc, ça va être intéressant de voir cette transposition par rapport aux droits nationaux. En France, on est plutôt des bons élèves, je dirais, avec une représentation au sein des conseils d'administration grâce à la loi Copé-Zimmermann et maintenant la loi Rixain qui est supérieure à 40%, on est autour de 45% dans les conseils d'administration. Donc c'est imposé pour les sociétés cotées et pour les sociétés non cotées, il y a une belle progression. Maintenant, la vraie progression, on la verra dans les comités exécutifs, dans les COMEX. Bon, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Merci beaucoup. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans Lex Inside et on va parler conformité avec Examine qui améliore sa solution de conformité avec Frédéric Duflot, le CEO d'Examine. Frédéric Duflot, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pouvez-vous nous présenter Examine ? Tout à fait. Alors Examine, c'est une solution SaaS, une solution accessible avec n'importe quel navigateur web, et c'est une solution de conformité dans le domaine de la cybersécurité et du RGPD, d'une manière générale du numérique. C'est-à-dire qu'on va permettre aux administrations et entreprises de structurer leur démarche de conformité, de vérifier, de s'auditer par rapport à un texte de loi, par rapport à une norme technique, ce genre de choses, et d'assurer toute la continuité, c'est-à-dire déterminer un plan d'action, avoir des recommandations, etc., pour, in fine, avoir un indice de conformité et quelque chose de stable, pérenne dans le temps, qui engage le minimum d'argent et de ressources, tant en interne qu'en externe. Donc vous améliorez votre solution aujourd'hui. Quelles sont les évolutions de votre plateforme ? Alors on s'est rendu compte que la conformité, on ne peut pas la faire tout seul. Il suffit pas juste de faire un audit, d'émettre un rapport, et puis après, derrière, de prendre ce rapport et de le mettre sous la porte ou derrière une armoire. C'est-à-dire c'est tout un ensemble. Derrière, on a ses sous-traitants, on a ses utilisateurs. Et puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer tout ça dans une dimension un peu plus globale, en intégrant des risques, en intégrant le suivi des collaborateurs pour savoir où est l'action, qui fait quoi, comment, et puis rendre ça un petit peu dynamique, en fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on va rajouter une dimension avec une version gratuite, entre guillemets, pour rendre ça accessible à la plus grande partie, c'est-à-dire aux petites communes, aux TPE, etc., parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même un coût d'acquisition, puis il y a une grande marche à faire pour faire la conformité. C'est-à-dire, il suffit pas de se décider du jour au lendemain, je vais me mettre à la norme ISO 27000, je vais me mettre au RGPD. Il y a du travail, il y a une structuration. Et donc, il y a une vraie réflexion à faire. Exactement, il y a une réflexion, il y a des choix, des priorités à faire, d'autant plus que le RGPD, c'est applicable depuis 2018. La cybersécurité, ça fait 10 ans qu'on a des attaques. Donc, on va commencer, puis nous, on va accompagner ça. Commencer par des petites marches, et puis après, on va permettre de monter en gamme, tout simplement, grâce à notre outil qui rend ça un peu simple, un peu sexy, pour faire en sorte qu'elle soit acceptée par tout le monde. Alors, pourquoi cette version gratuite, le choix d'une version gratuite, il s'est imposé comment ? Au final, notre clientèle, c'était plutôt de la PME bien installée dans le secteur de la santé, dans le secteur régulé, et puis on s'est dit comment est-ce qu'on peut toucher les personnes, comment est-ce qu'on peut les aider, celles qui ont moins de problématiques.
la TPE, la start-up qui vient de s'installer. Comment est-ce que derrière, on pouvait commencer à la faire monter un petit peu en gamme sur la conformité, sur la cybersécurité? Et ben, le meilleur moyen dans ces cas-là, c'est de permettre d'accéder à une solution gratuite. Parce que c'est comme ça qu'on peut tester, c'est comme ça qu'on peut être sensibilisé. Et donc, ça a été notre solution de fournir une solution en accès libre, avec le maximum de fonctionnalités d'examen, mais que nous, derrière, on s'y retrouve quand même. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on fournit une solution en accès libre avec quasiment toutes les fonctionnalités sur des référentiels de base, c'est-à-dire le guide de sécurité de la CNIL, c'est-à-dire le guide d'hygiène de l'ANSSI, des petites choses comme ça qui vont permettre de mettre un pied dans la porte, en fait, et de commencer à travailler sur cette conformité, cette compliance, ces audits récurrents que les autorités nous imposent de plus en plus. Pour terminer, quelles sont les perspectives de développement? Alors, elles sont très nombreuses. La première perspective, c'est nous, on aimerait bien intégrer tout le dispositif Légifrance, c'est-à-dire permettre à nos clients, entre guillemets, nos utilisateurs, de s'auditer par rapport à n'importe quelle règle sur Légifrance. Ça, c'est un beau projet. Par rapport à n'importe quelle norme ISO, ça, c'est un autre projet. Donc, l'idée, ça va être, on est en cybersécurité, et puis maintenant, on va déborder ailleurs, tout simplement. On voit que les projets sont nombreux. Très nombreux. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Insight sur Décideur TV.